Congo, mboka ya masolo, mboka ya lisolo ya politique, il y a toujours des choses à dire en République démocratique du Congo. Oui, c'est un État, c'est une république, une nation qui tourne, et ça a fonctionné. Voilà pourquoi Makamboze Bele à Koloba. Qu'en est-il de la loi au Bazobenga, la loi Tchani, justement, l'Ikambouetali, Batumsuba résumé en gros, la loi de père et de mère. Alors, Esuka wapi Likambango, et Kenda wapi que moto ya bimisa ki likanisi wana azinda na likanisi na ye, ou il continue son combat sur le verrouillage justement il y a un poste de souveraineté na République démocratique du Congo. Alors cursus parcours il y a proposition wana Izawapi, on a entendu un moment avec les députés nationaux Ntingi où il y a soulevé un débat en Assemblée nationale et puis après on n'en parle plus. Alors rentrée parlementaire et ça prévu en mars. Est-ce que bah, pour tenir compte il y a proposition wana et évidemment il y a des échéances électorales où ils a nanzela boyebi que dollar na moment où tozolo ba awa ils en a 22 23 taux du jour yango wana, mais qu'est-ce qui expliquerait justement cette situation wana, et sans oublier que le pape, les souverains Aza Koya, le Saint-Père Aza Koya justement à Wana Kinshasa dans quelques heures. Alors Tokoyeba Azoye Kosalanini mission na yeza pona nini voilà masolo o toko solo lana invité na biso ya mokona lelo Noël Tchani Mwadi Anvita azana biso elongo. Je rappelle, Noël Tchani est candidat, fut candidat président de la République lors des élections de 2018. Noël Tchani est président national de FDC, voilà, si je ne me trompe pas, c'est ça, les sigles. Alors Noël Tchani, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir à DRC Info. Merci beaucoup et bienvenue. Alors, Noël Tchani, je vous ai présenté justement comme ancien candidat président de la République en 2018. Est-ce que vous avez renoncé à cette ambition de 2018? Je n'ai pas renoncé à cette ambition aussi longtemps que la République démocratique du Congo continue à patauger dans la mauvaise gouvernance et que le vécu quotidien de la population ne reflète pas les potentialités de notre pays. Je considère que nous devons apporter un correctif au niveau du leadership politique et je suis en train de me préparer à faire une grande annonce très bientôt en ce qui concerne notre avenir politique immédiat. Est-ce qu'il faut se présenter à l'élection de décembre 2023 ou bien faut-il se réserver pour plus tard? Cette analyse est en train d'être faite par mon parti politique, la Force du Changement, qui vient d'ailleurs de recevoir l'arrêté signé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, l'agrément. Donc nous sommes un parti reconnu politiquement, légalement en République. Ben, félicitations. Merci bien. Mais pourquoi vous avez attendu pendant tout ce temps? Non, au fait, au début, la stratégie qu'on avait utilisée était d'avoir un regroupement politique. Le regroupement politique était agréé depuis 2016. Okay. Et ce regroupement politique incluait un certain nombre de partis. On a constaté qu'au Congo, c'est difficile d'avoir un regroupement politique avec des partis intérieurs qui sont contrôlés par des individus et qu'à un moment ou un autre, ces individus vous font du chantage. On veut ça, on veut ça. Alors, on s'est dit, nous allons créer nous-mêmes un parti politique à l'intérieur comme support, sous-bassement de ce regroupement politique. Et à l'intérieur de ce regroupement, on aura d'autres partis qui vont venir se joindre à nous. Donc, nous avons d'un côté Force du Changement, parti politique dont je suis le président national, et il y a aussi Force du Changement et Alliés, regroupement politique qui, en plus de notre parti politique, regroupe aussi d'autres partis. Est-ce que vous avez une base? La base, vous savez, avant 2018, quand je revenais des États-Unis d'Amérique, il fallait reconnaître qu'on n'avait pas une grande base. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'après qu'on ait lancé le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC comme étant notre vision de développement, c'était très technique. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas ce que le plan Marshall disait, ce qu'il avait comme contenu et ce qu'on voulait réaliser. Mais à l'intérieur du plan Marshall, il y a un des 50 programmes qui visait à promouvoir la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale.
Avant 2018, je disais, moi je m'étais présenté comme un candidat 100% congolais et loyal à la RDC. Les gens ne comprenaient pas ça. On a juste remplacé 100% congolais par des pères et des mères. Et c'était le déclic. Aujourd'hui, quand vous sortez dehors là, dès que je sors de votre studio, tout le monde qui me voit, il crie de père et de mère. Et je reçois des coups de fil de partout, en RDC, de l'Est de la République. Et quelqu'un m'a même dit de vous dire en face que vous êtes, Noël Tchani est nécessaire pour la nation. Je crois que beaucoup de gens se rendent compte de cela aujourd'hui. Donc la base, elle est là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une base qui va au-delà d'un parti politique. Vous n'avez pas besoin de faire partie de la force du changement ou de faire partie d'autres partis politiques que je ne souhaite pas mentionner. Mais vous trouvez que dans tous les partis politiques, leurs militants soutiennent l'idée de père et de mère. Et quand on parle de père et de mère, on voit Noël Tchani. C'est ça la base que nous avons. Et je dirais même que c'est le parti politique aujourd'hui ayant la base la plus large en République démocratique du Congo. En 2018, il y avait plusieurs candidats, président de la République, et finalement, Félix Tshisekedi a été proclamé président de la République. Mais c'est quoi la magie de Noël Tchani? On continue à parler de lui et pourtant, vous n'étiez pas seul. Hein. Il y avait d'autres candidats chez Kumba, il y avait Kikouni, il y avait Madame Ifoku, il y avait Théodore Ngo, il y avait d'autres. Mais comment Noël Tchani continue à émerger, continue à se faire parler de lui? C'est quoi le secret, la magie? Le secret, c'est d'être sincère avec soi-même, être honnête avec soi-même. Moi, j'avais une situation financière très bien. J'étais haut fonctionnaire international à la Banque mondiale à Washington DC pendant pratiquement 30 ans après avoir passé 10 années en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York. J'avais une éducation qui soutenait cette carrière professionnelle, spécialiste donc en banque et finance avec un doctorat en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine, mais également ayant fait des études postdoctorales à l'Université de Harvard aux États-Unis. Je quitte ces fonctions et je viens ici doté d'un plan, d'une vision de développement pour développer la RDC. Quand je viens ici, les gens ne me connaissaient pas. Donc, les gens pensaient que j'étais juste un aventurier qui est venu se promener et qui va retourner. Mais après... Évidemment, en 2006, on a connu Oscar Kachala. Oui, mais après n'avoir pas gagné l'élection, les gens ont réalisé que je n'ai pas plié bagage pour repartir vers d'autres cieux. Je suis resté ici pour me battre aux côtés du peuple congolais. J'ai connu la situation du Congo depuis ce temps-là, de première main. Et je m'identifie avec le peuple congolais qui s'identifie à moi. Ils ont compris que je suis sincère dans ma démarche. Je veux sincèrement qu'on améliore la gouvernance du pays à travers une amélioration du leadership politique pour que nous puissions nous développer de façon accélérée et créer de bonnes conditions de vie pour tout le monde. Lorsque les gens découvrent cela, ils me prennent maintenant au sérieux. Ils considèrent que je suis quelqu'un qui veut le bien de la RDC et qui peut apporter cette amélioration dans le niveau, dans la qualité de gouvernance, mais aussi la qualité du leadership pour transformer le pays. Mais la population, en 2018, n'a pas pu avaler le programme, le projet de Noël Tchani. Et finalement, c'est Félix Tshisekedi qui est président. Ça fait 4 ans qu'il est là et il entame déjà sa 5e année. Comment vous évaluez cette gouvernance? Je me refuse d'évaluer sa gouvernance pour la simple raison que le plan Marshall que j'avais conçu avait commencé par faire un diagnostic de la situation du terrain de la RDC secteur par secteur. Et s'est proposé de transformer la RDC pour qu'on devienne un pays émergent en l'espace de 15 ans, créant au passage des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais, à travers un certain nombre de politiques sectorielles, à commencer par la politique des grands travaux d'infrastructure. Quand je dis grands travaux d'infrastructure, ce n'était pas des petits travaux mis l'un à côté des autres. C'était un ensemble cohérent pour créer 244 villes et villages modernes à travers la RDC, qui seraient équipés de la même façon, pour que tous nos citoyens vivent de la même façon, que vous soyez à la Chopo, à Ngandajika, en Kamba ou à Lissala, partout. 244 villages modernes. 244 villes et villages modernes. Différents de 145 territoires. Très différents. Pourquoi? Parce que mon programme, je prends l'exemple d'une ville que je connais très bien par cœur, Ngandajika, ma ville natale. On dit la ville de Ngandajika. Mais quand vous allez dans ma ville natale de Ngandajika, vous trouvez qu'il n'y a rien absolument. Il n'y a pas de route de qualité, il n'y a pas d'eau, d'électricité.
et il n'y a pas d'école de qualité aujourd'hui comme les écoles qui m'ont formé. Moi, le collège Saint-Georges qui existait à l'époque, aujourd'hui, il est devenu l'ombre de lui-même. Il y a plusieurs écoles comme ça, le collège Kabanda et ainsi de suite. Par conséquent, je me dis, vous prenez le marché central, il est dépassé complètement, il est abandonné, le même marché central que j'avais laissé il y a une quarantaine d'années, vous le trouvez aujourd'hui, rien n'a changé. Les gens vivent de façon très médiocre. Je me dis, que faire pour que Ngandajika devienne une ville moderne? Premièrement, je veux qu'on puisse donner de l'eau et de l'électricité à tout le monde. Pour le faire, j'ai regardé à côté les potentialités qu'il y a. Il y a les chutes de Kafumbu qu'on peut transformer en mini-barrage hydroélectrique qui peut alimenter Ngandajika, Mwenedi, tout le Puta, aussi arriver jusqu'à Mbujimaï. C'est faisable. Maintenant, je me dis, les routes. Il suffit de faire 3 ou 4 routes principales. Une qui vient de Mwenedi, Luputa, qui passe par Ngandajika, qui connecte à Mbujimaï, ou bien qui bifurque jusqu'à Kabinda. Moderniser cette route-là, en faire une autoroute. Ngandajika devient transformé immédiatement. Maintenant, rénover les écoles et les hôpitaux qui sont là-bas, qui sont vétustes, qui sont abandonnés donc à leur propre triste sort. Et enfin, comment relancer l'économie de Ngandajika? J'ai regardé le potentiel qu'il y a, c'est le potentiel agro-pastoral. On peut relancer l'agriculture, l'élevage et la pêche de façon telle que Ngandajika devienne le grenier qu'il a été dans le passé, où on va mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche, l'élevage à Sek-Kambaya, l'agriculture donc dans tous les environs de Ngandajika. On va produire plus le coton, le maïs, le manioc, l'arachide, la tomate, tous les produits possibles. Maintenant, quand on les produit, on les amène où? Il faut les écouler vers les centres de production tels que Mbujimaï et les amener vers le Katanga, ainsi de suite. Donc là, et puis construire maintenant des quartiers résidentiels modernes. Une fois que nous avons lancé ce programme de développement de Ngandajika, on peut l'étendre maintenant dans toutes les autres villes de la RDC pour faire la même chose dans les 240. Donc vous avez pris Ngandajika comme zone pilote. Un exemple, comme zone pilote. Okay. Donc si nous réussissons ça et nous répliquons ça, imaginez combien d'emplois nous allons créer pour construire, transformer les villes vétustes que nous avons aujourd'hui en villes modernes. Nous allons transformer littéralement la RDC en tant que pays en États-Unis d'Amérique sur le sol africain. Donc, c'est ça la vision que moi j'avais. Malheureusement, le programme 145 territoires n'est pas proche de cela. Le programme que je propose là exige 1000 milliards de dollars sur 15 ans. 1000 milliards de dollars, ça revient à un budget annuel d'environ 75 milliards de dollars. Avec le programme 145 territoires, on parle de 10 millions de dollars à donner à chaque territoire. 10 millions de dollars, je considère que c'est rien. Ce n'est pas possible de développer quoi que ce soit. C'est un trompe-l'œil et ça ne va pas nous sortir donc, des problèmes que nous avons. Donc, il y a une grande différence entre ce programme-là et la vision que nous avons. Et croyez-moi, si nous mettons en œuvre ma vision, dans 15 ans, ce pays commence à rivaliser avec le Brésil, l'Indonésie, avec les pays émergents. Et ça, actuellement, on ne sent pas ça. Est-ce qu'il faudrait un deuxième mandat pour Félix Tshisekedi ou on passe à Noël Tchani directement? Bon, moi je voudrais laisser le peuple congolais apprécier cela. Hein. Il va juger une fois que tous les candidats sont déclarés. Il faudrait évaluer chaque candidat, évaluer la vision, le programme que chaque candidat présente, mais surtout aussi pour ceux qui ont déjà été au pouvoir, évaluer leur réalisation, évaluer leur gouvernance. Le problème avec la mandature, la première mandature du président Félix Tshisekedi, c'est qu'il a attendu peut-être trop longtemps pour arriver à réaliser que les choses ne marchaient pas. Et le plus grand problème qu'il a eu, c'est un problème d'homme. On peut avoir de bonnes intentions, de bonnes idées, comme il l'a eu, mais si on a un mauvais entourage, et l'entourage affairiste, déjà, regardez aujourd'hui, tous ceux qui entouraient le président Tshisekedi, ils sont soit à Makala, soit en train de se cacher aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, maintenant, c'est au peuple congolais d'évaluer, de déterminer s'il faut lui accorder un deuxième mandat, pour quel objectif et comment il va le faire et avec qui. Je regarde ce qu'on appelle aujourd'hui l'union sacrée. J'ai peur que ça devienne simplement un ramassis de tous les aventuriers de la planète qui veulent simplement se positionner pour leur bien personnel. Parce que moi, je ne crois pas qu'un individu qui a été si mauvais dans le PPRD et qu'aujourd'hui, quand il dit qu'il est devenu membre de l'Union sacrée, je ne crois pas qu'il est passé par Rome pour se confesser afin qu'il puisse devenir plus saint et commencer à donner au peuple congolais quelque chose qu'il n'a jamais donné avant.
Par conséquent, je voudrais dire au président de la République, ramassez tout le monde, rassemblez tout le monde, mais s'il vous plaît, soyez sélectifs dans qui peut apporter la différence dans la gouvernance du pays. Parce que sans changement dans la gouvernance du pays, vous perdez votre temps et nous perdons tous notre temps en tant que pays. Parlons de l'Union sacrée. Les derniers arrivés, c'est Tunda Kassende, l'ancien ministre de la Justice, et puis Évariste Obouchab, l'ancien secrétaire général du PPRD. Mais est-ce que le FDC, votre parti, nouvellement agréé, est dans l'Union sacrée? Non. Le FDC ne fait pas partie de l'Union sacrée. Déjà, vous vous rappelez que lorsque le président de la République faisait des consultations populaires avec la classe politique pour créer cette union sacrée, nous avons été consultés. Mais j'étais consulté en tant qu'ancien candidat à la présidence de la République, au même titre que les autres. On était 21, il nous a consultés tous. Et on était tous enthousiastes avec l'idée de se mettre ensemble, de travailler ensemble pour le même objectif de développer le pays. Quelle a été notre surprise et déception de constater qu'une fois qu'on s'est livré à ce jeu-là, ils ont créé cette histoire qu'on appelle l'Union sacrée et ils nous ont dit que ne pouvaient faire partie en réalité de l'Union sacrée que ceux qui avaient des délégués au niveau de l'Assemblée nationale, des députés au niveau de l'Assemblée. Ceux qui ont des sièges. Ceux qui avaient des sièges. Donc nous, on n'était pas dedans. Donc on a été laissés au bord de la rue et nous avons respecté ce choix-là. Et par conséquent, on ne va pas nous forcer dans une histoire qui n'a pas les mêmes objectifs que nous. Moi, je continue à penser que l'objectif principal d'un parti politique doit être, ou d'un regroupement politique, doit être d'améliorer la gouvernance. Ce n'est pas simplement ramasser les gens à gauche, à droite. Beaucoup de gens qui sont entrés dans l'Union sacrée sont allés là-bas pour leurs intérêts personnels parce qu'on leur promet ceci, on leur promet cela. Et nous, on ne marche pas avec des promesses. On marche avec le cœur. Et notre cœur montre que la gouvernance du pays elle est très mauvaise aujourd'hui et qu'il n'y a pas d'espoir de l'améliorer. Et nous voulons l'améliorer. Et pour l'améliorer, peut-être qu'on doit rester d'abord indépendant. On demande aux gens de venir travailler avec nous. Nous n'allons pas nous mettre en ligne à cause d'un petit poste à gauche et à droite. Alors, je prends un de vos secteurs, votre champ d'activité, mais c'est justement l'enseignement. Vous êtes professeur, vous enseignez à l'université, vous êtes allé d'ailleurs dans le Congo profond pour enseigner. Comment vous évaluez ces secteurs-là, votre secteur? L'enseignement au Congo, d'abord, je voudrais dire que le développement de notre pays dépendra en grande partie, sinon en premier, de la qualité des ressources humaines. Nous avons un problème avec la qualité des ressources humaines. Et vous allez dans plusieurs... J'enseigne dans plusieurs universités, non seulement à l'université catholique, pardon, non seulement à l'université catholique, l'université Révérend Kim, à l'université officielle de Mbujimaï, bientôt à l'université, l'UPC, l'université protestante, et puis à l'UNIKIN. Donc, je suis même invité dans une autre université qu'on appelle Bel Campus. Pardon. OK. Et partout, je constate que nous avons la jeunesse qui a l'enthousiasme de pouvoir apprendre. Mais nous n'avons pas créé en tant que pays des conditions d'apprentissage idéales. Un étudiant qui sort de l'université ici aura beaucoup de difficultés à s'adapter par rapport aux autres étudiants sortis d'autres universités de la planète. Je donne un exemple. Quand j'ai étudié à l'école de banque et de finances à New York, on avait des professeurs qui étaient tous des banquiers dans le Wall Street. Et chacun des professeurs vient et il vous dit, je vous donne le cours donc, de banque, vous devez lire pour la semaine prochaine chapitre tel dans 3 ou 4 livres. Il vous donne les références de ce livre-là. Nous allions non seulement à la bibliothèque nous procurer les livres, mais aussi nous pouvions commander ces livres-là, les acheter pour les garder dans notre bibliothèque personnelle. Et on lisait et on vient en cours. Le professeur vient vous donner les chapeaux, l'encadrement. Mais les étudiants étudient d'eux-mêmes en réalité. Et quand ils viennent, ils sont en mesure de discuter avec les professeurs ou bien entre eux-mêmes. Ici, j'ai publié un livre qui s'intitule « Monnaie, banque et commerce extérieur ». C'est un livre que j'ai voulu, je ne publie pas le livre pour m'enrichir, mais j'ai voulu que les étudiants aient le matériel didactique afin qu'ils puissent avoir une référence parce que les livres sont très rares au Congo, surtout dans ce domaine-là. Et je vends le livre au prix du revient, c'est-à-dire pour juste couvrir les coûts de production. La production a été faite par CEPAS, mais je trouve que c'est une mission impossible de convaincre les étudiants congolais à pouvoir se procurer ce livre-là. Ils n'achètent pas. Tout le monde demande donc le livre gratuitement. Je voudrais bien le faire, mais
Simplement, je n'ai pas de moyens pour produire les livres et donner à distribuer gratuitement. Et quand ils ne veulent pas acheter, vous savez ce qu'ils me disent. Mais vous serez candidat en 2023. Si vous donnez le livre, on va voter pour vous. Et si vous ne donnez pas le livre, on va regarder ailleurs. Ça ne marche pas comme ça. Donc la qualité de l'enseignement reste en deçà de ce qu'il doit être. Et je vois même des gens qui sortent des universités avec des gros diplômes. Maîtrise en ceci, licence en cela. Mais quand vous vous mettez à parler des choses sérieuses, ou même vous regardez comment ils écrivent, vous trouvez qu'il y a encore un décalage entre l'idéal et ce que nous sommes maintenant. Mais êtes-vous fier justement d'être professeur au Congo, d'enseigner les étudiants congolais? Est-ce que vous en êtes fier? Je suis très fier de cela. Et je voudrais dire à beaucoup de personnes que être professeur n'est pas donné à tout le monde. C'est une profession noble. Vous savez, être professeur, vous êtes la crème de la crème du savoir. On ne devient pas professeur en sortant de l'école primaire et puis on se déclare professeur. Il faut avoir fait l'école primaire, secondaire, l'université, des études post-universitaires, défendre une thèse de doctorat et devenir professeur. Donc, ça prend beaucoup de temps. Je ris quand je lis certains commentaires sur Internet. Les gens qui me disent « Oh, vous avez dit ceci parce que vous êtes un chômeur, vous cherchez du travail. » Mais je suis professeur. Professeur, c'est une grande profession. Eux qui disent ça, ils n'ont même pas terminé l'école primaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore la valeur des études, le travail des professeurs. Moi, je suis fier d'être professeur parce que chaque fois que je contribue à ajouter même un peu de connaissances dans les têtes des étudiants, je me dis, mais voilà, j'ai transformé la société. Et plus on le fera, mieux ça vaudra pour nous tous. Un autre domaine, champ d'activité de Noël Tchani, c'est l'économie. Vous êtes spécialiste en cette matière. Mais justement, une question aussi simple. Mais n'engeni dollar et combien à 23, 22, 23? Comment on peut expliquer ça pour toutes ces mamans, pour tous ces jeunes, tous ces profanes? Oui, je voudrais déjà dire qu'il faut reconnaître que les taux d'échange fluctuent. Donc, ce n'est pas un drame lorsque ça bouge. Hein? Ça fluctue dans une certaine, dans un certain intervalle. Donc, mais j'ai fait ma thèse doctorale là-dessus. Ma thèse doctorale à l'Université de Paris 9 Dauphine a porté sur indépendance des banques centrales, obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire. Et j'ai fait l'application acquis à la Banque centrale du Congo, à la République démocratique du Congo. Depuis ce temps-là que j'ai fait la thèse doctorale que j'ai défendue en 2000, jusqu'à aujourd'hui, les conditions de fonctionnement de la Banque centrale du Congo restent les mêmes. Et nous n'avons pas encore fait le travail que j'avais recommandé à l'époque, qui doit transformer fondamentalement le cadre de conduite de la politique monétaire pour qu'on se sente à l'aise qu'on a une banque centrale sur laquelle on peut s'appuyer et sur laquelle on peut compter pour conduire la politique monétaire, pour donner au peuple congolais une monnaie stable et crédible. Pourquoi? L'organisation institutionnelle de la Banque centrale du Congo, elle est archaïque, dépassée. Archaïque, dépassée, pourquoi? Nous avons conçu cette Banque centrale en 1964. Le Congo devenait un pays indépendant en 1960. Mais depuis 1964, qu'Albert Ndele a créé cette Banque centrale du Congo, il y avait au niveau politique combien de provinces? 6 provinces. Nous sommes passés de 6 provinces à 11 provinces et de 11 provinces à aujourd'hui combien? 26 provinces. L'organisation institutionnelle de la Banque centrale du Congo n'a pas changé d'un iota. On a continué et on continue jusqu'aujourd'hui à avoir une banque centrale basée à Kinshasa avec ce qu'ils appellent comité de politique monétaire, qui n'en est pas un en réalité, qui est juste un club d'amis. Ce comité de politique monétaire comprend tout le monde qui vient d'où? Ils habitent tous Limete ou Lingwala et ils viennent décider de la politique monétaire qui s'applique ou qui s'applique à l'ensemble de la République, un pays de 2 345 000 km². Si bien que la politique monétaire conçue à Kinshasa par la Banque centrale du Congo ne reflète pas les conditions économiques de la République démocratique du Congo dans l'ensemble. Mais pourquoi c'est statu quo justement? Pourquoi ça n'évolue pas? Nous n'avons pas eu l'intelligence de concevoir, d'échanger. Les Congolais, il y en a qui n'ont pas l'intelligence d'échanger ce qui existe, qui ne marche pas. Et en plus, une banque centrale, ce n'est pas un domaine qu'on improvise. Vous prenez la banque centrale, vous la mettez dans les mains de n'importe qui, il vient répéter les mêmes erreurs du passé et ça ne va pas changer quoi que ce soit.
je pense que nous devons repenser la structure et le fonctionnement de notre banque centrale. Je propose un modèle de banque centrale décentralisé, c'est-à-dire où on aurait le siège dans la capitale à Kinshasa, mais on aurait l'ensemble du pays subdivisé dans ce que j'appelle des districts financiers. Et je propose 4 à 5 districts financiers, chaque district financier regroupant 4 à 5 ou 6 provinces. Maintenant, chaque district financier serait dirigé par un représentant de la Banque centrale, peut-être un vice-gouverneur ou un petit président de banque centrale régionale, et l'ensemble de ces districts financiers avec leurs représentants se retrouveraient dans un comité de politique monétaire au niveau national. De cette façon-là, quand il y a des réunions du comité de politique monétaire, ça reflète les vues du pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Deuxième réforme que moi je vois, c'est que j'avais prôné, ou je suis un fervent croyant dans ce que j'appelle l'indépendance de la Banque centrale. Malheureusement, il y a eu quelques réformes cosmétiques. Dire simplement que, comme je l'avais recommandé à M. Laurent Désiré Kabila à l'époque, sortir du conseil d'administration de la banque les représentants du gouvernement et laisser des techniciens faire le travail. C'était une recommandation que j'avais faite à l'époque. On avait changé un tout petit peu aujourd'hui. Mais la structure que nous avons aujourd'hui, vous contrôlez le gouverneur de la Banque centrale, tout le reste devient une dépendance du ministère des Finances. C'est ça la situation que nous avons. Au point où, quand il y a ce qu'on appelle la politique, les déficits budgétaires. Quand il y a les déficits, le déficit budgétaire, il est causé par qui? Par trop de dépenses au niveau du gouvernement, qui ne sont pas soutenues par assez de revenus ou de recettes publiques pour permettre à l'État de fonctionner de façon équilibrée. Quand il y a ce déficit-là, parce que la Banque centrale manque d'indépendance et d'autonomie, le ministère des Finances ou le gouvernement fait pression sur la Banque centrale qui finance le déficit budgétaire. En finançant, on fait ce qu'on appelle la planche à billets. On recourt à l'impression de la monnaie qui n'est pas soutenue par la production nationale. C'est ça qui arrive. Et chaque fois que cela arrive, ça se traduit par des fluctuations hors du commun sur le marché d'échange. Je reviens à ce que j'avais recommandé avant. Je veux qu'on restructure la Banque centrale en tant qu'institution et je veux que l'on puisse donner à la Banque centrale la véritable indépendance, autonomie telle qu'elle est écrite sur papier. La loi de 2018, elle proclame cette indépendance-là. Mais dans la pratique, ça ne sert à rien de proclamer cela sur papier et de mettre des gens qui sont dépendants du ministère des Finances. Et tant que nous avons ce système-là, nous n'allons jamais avoir... Il faudra des réformes, finalement. Il faut des réformes, non seulement au niveau des gens, de l'organe même de direction de la Banque centrale, de la composition de cet organe-là, de qui peut faire partie de l'organe de gestion de la Banque centrale et qui n'est pas... Par exemple, on ne peut pas s'attendre à avoir une banque centrale indépendante si, par exemple, le ministère des Finances est apparenté avec le gouverneur de la Banque centrale ou avec les membres du conseil d'administration. Ça ne peut pas, l'indépendance ne peut pas exister. Donc, je pense que nous tirons dans la patte quand on pense qu'on fait des choses que personne ne connaît. Mais en réalité, nous savons très bien que cette banque centrale n'est pas autonome, n'est pas indépendante, ne peut pas dire non au dictat du ministère des Finances quand il s'agit donc de financer le déficit budgétaire que le gouvernement a engendré. Mais il existe des affinités entre le ministre des Finances et le gouverneur? Vous savez, quand les prophètes parlent, ils parlent souvent en parabole. Il faut venir dans notre église, l'église catholique. Et je vais vous donner la Bible pour que vous puissiez comprendre le langage prophétique. C'est bien compris pour les disciples. Alors, parlons de la proposition de loi, Tchani. Où en sommes-nous finalement? Ça fait, je crois, 2 ans où on en parle depuis votre premier tweet. Je vous ai reçu sur un plateau ailleurs et voilà, aujourd'hui, ça fait exactement 2 ans que vous combattez, vous militez justement pour cette loi, le verrouillage justement de postes de responsabilité en République démocratique du Congo. On en est où finalement? La proposition de loi se trouve au niveau de l'Assemblée nationale qui ne l'a pas encore programmée pour débat pour diverses raisons. Mais j'estime que plus le temps, c'est ça que j'appelle la capacité de mener des réformes au niveau de la RDC. Quand il y a un problème qu'on identifie, il faut qu'il y ait des gens qui ont le courage de pouvoir confronter ce problème-là, ce défi, et de régler ce problème une fois pour toutes pour qu'on passe au chapitre suivant. Ici, on a tendance à traîner les pieds et le problème s'empire jusqu'au moment où on ne peut plus. Quand j'ai commencé, il n'y avait aucun candidat déclaré à la présidence de la République. Aujourd'hui, il y a des mecs qui disent qu'ils sont déclarés et que si on fait la loi, donc on leur fait la cour,
la chasse. En réalité, la proposition se trouve au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas encore eu de débat. Nous lançons d'ailleurs un appel à une marche pacifique qui aura lieu le 15 mars 2023. Lors de la rentrée. Lors de la rentrée, où tous les Congolais sont la rentrée invités, parlementaire, bien entendu. Oui. Voilà, tous les Congolais sont invités à marcher avec nous de l'échangeur de l'Umete où nous allons nous attrouper à 7h30 du matin. Il y a une affiche qui existe, je crois que la régie peut nous la proposer, oui. Voilà, donc on va marcher, on se rencontre à l'échangeur de l'Umete à 7h30 du matin. On va marcher de l'échangeur de l'Umete. Marche de soutien à la souveraineté, mercredi 15 mars 2023, 7h, 14h30, des pères et des mères, des pères ou des mères, oui, à la loi Tchani pour protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, non à la balkanisation, au racisme et au tribalisme. Noël Tchani. Voilà, donc nous allons nous attrouper à l'échangeur de l'Umete. On va marcher vers le palais du peuple. On va arriver au palais du peuple à 11h le matin où nous allons remettre un mémorandum au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat pour leur dire, nous, peuple congolais, nous demandons que notre proposition de loi soit alignée pour débat. Nous sommes dans une démocratie. On ne peut pas faire taire des gens. On ne peut pas donc juste nous dire, allez, taisez-vous, ce que vous demandez, donc nous ne voulons pas de ça. Il faut qu'il y ait un débat. C'est pour ça qu'on a des députés nationaux qui représentent le peuple, qu'ils débattent ouvertement et qu'ils votent publiquement. Mais et quand il y aura ça, vous allez voir que la proposition de loi va passer à plus de 80%. Parce que tous les députés, là, ils m'appellent en privé pour me dire, continuez, nous sommes avec vous, nous sommes d'accord. Mais on demande simplement qu'il y ait cette opportunité donc, de débat démocratique pour que le peuple donc, puisse s'exprimer. Mais est-ce qu'on vous a compris? Est-ce que l'opinion vous a compris? C'est quoi les défis? C'est quoi quels sont les enjeux justement de cette proposition? Moi, je pense que le temps qu'on a passé depuis 2 ans, depuis qu'on a lancé cette idée jusqu'à aujourd'hui, a permis au public congolais de réaliser que nous avons raison. Pourquoi? Parce que tout le monde est d'accord que nous sommes infiltrés. Infiltrés à tous les niveaux des institutions de la République. Et parce que nous sommes infiltrés, comment est-ce que nous combattons l'infiltration? On ne peut pas donc juste, oh, nous sommes infiltrés et on va arrêter l'infiltration. Il faut qu'il y ait des mécanismes légaux. Et cette loi, c'est un des mécanismes que nous proposons. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes réalisent aujourd'hui qu'on doit verrouiller non seulement des fonctions de souveraineté que je vais énumérer tout à l'heure, mais nous devons verrouiller même en dessous de certaines institutions pour nous assurer que le Congo se trouve dans des bonnes mains. Donc, vous voulez élargir le champ? Nous avons élargi déjà le champ et nous allons recommander aux députés nationaux de réfléchir aussi. Ils sont 500. Moi, j'ai une tête. Eux, ils ont 500 têtes. Donc, s'ils mettent leurs 500 têtes ensemble, ils peuvent élargir et trouver quelque chose donc, qui soit mieux que ce que j'ai proposé jusqu'à présent. Alors, quelles sont les fonctions de souveraineté que nous proposons qu'elles soient verrouillées? 1, président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, premier ministre et ministre régalien, c'est-à-dire finances, défense, justice, affaires intérieures, affaires étrangères, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les hauts magistrats de la République, des gens comme la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, la DGM, la Direction générale des migrations, l'ANER, l'Agence nationale de renseignement, les 26 gouverneurs de provinces et leurs adjoints, mais aussi, en plus de ces 26 gouverneurs de provinces et leurs adjoints, nous avons ajouté, à la suggestion d'ailleurs des métis de la RDC, quand j'ai rencontré les métis pour leur expliquer la loi, ils ont dit, mais tiens, vous avez verrouillé le poste de président de la République, mais vous avez oublié que les ambassadeurs de la RDC à l'étranger représentent le chef de l'État dans la conduite de la politique extérieure. Il faut que ce soit verrouillé aussi. Donc les ambassadeurs de la RDC à l'extérieur. Alors, en plus de tout cela maintenant, les épouses et les époux de tous ces postes de souveraineté. Pourquoi? Parce que, pardon, si vous verrouillez le poste de président de la République et en le réservant exclusivement aux Congolais nés de père et de mère congolais, mais vous n'avez pas verrouillé son épouse. Donc, le président de la République peut avoir une femme ougandaise ou une femme rwandaise dormir à côté de lui tous les jours, tirant des informations, donnant à son pays d'origine, et on n'a pas résolu le problème donc d'infiltration. Donc les épouses et les époux sont aussi verrouillés dans cette proposition de loi. Donc quand vous faites le total, on n'a pas plus de 200 postes qui sont verrouillés sur une population de 107 millions d'habitants. C'est rien du tout pour protéger notre pays. Et je voudrais ici mentionner quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé depuis ce temps-là. J'ai été interpellé par les associations
des métis de la RDC. Les métis, ce sont les gens qui sont mélangés, soit blanc, noir, soit noir, noir, ainsi de suite. Ils ont eu une bonne idée. Vous avez animé une conférence, c'était le 14 janvier. Exact, c'était à leur demande. Nous nous sommes réunis. Et avec un esprit ouvert en tant que citoyens du pays, ils ont voulu comprendre, mais de quoi vous parlez? Nous essayons de comprendre. Et voilà l'affiche. Voilà. Ce sont des métis de la RDC. Exact. Et je leur ai expliqué que nous sommes tous dans le même bateau. Moi, je ne néglige pas une catégorie de citoyens. On peut être citoyen congolais quand on est né des pères et des mères congolais, ou des pères ou des mères congolais qui sont des métis, ou bien on peut être des étrangers naturalisés en RDC, ou bien on peut être des apatrides, les gens qui n'ont pas de nationalité, qui se sont retrouvés en RDC, on dit, bon, écoutez, vous êtes congolais. Tous ces congolais-là, ils sont tous égaux, ils ont les mêmes droits. Et je les respecte. Donc les métis n'ont pas de problème. Non, ils n'ont pas de problème. J'y arrive. Maintenant, quand je leur ai dit maintenant, vous en tant que métis, dites-nous, est-ce que vous serez fiers que le pays auquel vous appartenez, qui est la RDC, perde la souveraineté à cause d'un des éléments qui seraient au sommet de l'État et qui devraient la loyauté pas à la RDC. Par exemple, au Rwanda, si on a un président d'un père congolais et d'une mère rwandaise, il va devoir la loyauté au Rwanda. Mais le danger de cela, c'est qu'il peut basculer la RDC sous le contrôle du Rwanda. Ou comme il peut aussi balkaniser la RDC en coupant une portion du territoire pour mettre cela à la disposition du Rwanda. Est-ce que vous serez fiers en tant que métis? Ils disent non. Je dis, ah bon, vous ne serez pas fiers. Pourquoi? Oh, mais notre pays, nous ne voulons pas qu'il soit balkanisé et qu'il soit sous l'influence étrangère. D'où ils ont compris que ce que nous proposons, même si ça gratigne un tout petit peu sur leur dos, en enlevant un peu donc de leur droit à accéder à la souveraineté, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Ils ont dit, nous vous avons compris, nous vous soutenons. Les métis de la RDC sont avec moi dans toutes les conférences que j'anime maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce que nous faisons là, c'est pour protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, qui sont des biens intangibles profitant à tous les Congolais des pères et des mères, les Congolais des pères ou des mères et les autres Congolais aussi. Mais quelle compréhension finalement? De père et de mère ou de père ou de mère? Nous avons les deux formulations. Des pères et des mères, ça, ce sont des gens qui peuvent accéder aux fonctions de souveraineté. Des pères ou des mères, ce sont les autres Congolais. Ils peuvent tout faire en RDC sans accéder aux fonctions de souveraineté, mais il reste les 50%. Les 50%. Bon, ils sont, moi, je les appelle des 100%. Ils sont, quand on est Congolais à 100%. Sauf que on a un parent qui vient de l'autre côté. Les origines. Et ces métiers congolais, il faut les distinguer des métis étrangers qui viennent pour envahir la place, prendre la place des métis congolais et faire croire à tout le monde que ce que nous proposons là est contre les métis. Ces métis étrangers. Je comprends pas. J'arrive. Je comprends pas, Noël Tchani. J'arrive. Métis nationaux et métis étrangers. Voilà. Un métis étranger, c'est qui? C'est quelqu'un qui a un père étranger, une mère étrangère. Mais ils sont métis parce que les deux parents sont des races différentes et ils se retrouvent en République démocratique du Congo. Ces métis étrangers, ils n'ont pas droit aux fonctions de souveraineté. Ils n'ont rien à voir avec le Congo. Ils n'ont rien à voir, mais il y en a qui prétendent être plus congolais que les métis congolais. Je donne l'exemple. Vous êtes un métis étranger quand votre père est italien, grec, israélien. Votre mère est zambienne. Vous êtes un métis parce que votre mère zambienne, elle est noire et votre père grec, italien, israélien, il est blanc. On vous met au monde, vous êtes un métis étranger, mais vous vous retrouvez sur le sol congolais parce que votre père vous a amené ici ou bien vous êtes né ici. Ce métis-là n'a pas les mêmes droits que le métis congolais qui est d'un père congolais, d'une mère congolaise, mais les deux sont donc de races différentes ou bien d'ethnies différentes, ainsi de suite. C'est très différent. Notre métis à noir congolais, il a droit à tout dans notre pays. Il peut occuper toutes les fonctions, sauf bien sûr les fonctions de souveraineté, s'il est métis de la première catégorie. Mais on peut être métis ici, être de la 4e catégorie. Je connais des familles de métis qui se marient entre eux-mêmes, qui sont des Congolais, et il y a 4 générations, ils continuent à être des métis. Mais Noël Tchani, aux arts racistes, hein? Pas du tout. Bien au contraire, et c'est ça. Vous savez, j'ai rencontré hier une dame de qualité dans mon église. Et quand elle m'a vu, c'est sa fille qui m'a reconnu. Elle m'a vu, elle m'a dit, mais tiens, professeur, bonjour, vous êtes notre professeur. Vous enseignez donc à l'université catholique. J'ai dit, ah bon, je vous enseigne. Elle a dit, moi, pas moi encore, je suis au niveau des G3, mais vous enseignez les étudiants de maîtrise, donc je vous connais de là.
Il est venu, je vous présente ta maman. La maman m'a posé la question, mais expliquez-nous cette loi-là. Je lui ai expliqué, mais quand je lui ai expliqué, elle a vite compris que ça n'a rien à voir avec le racisme. Et je vais vous dire pourquoi ça n'a rien à voir avec le racisme. Quand nous parlons des métis, d'abord, on ne parle pas simplement des métis de couleur blanche et de couleur noire mélangées. On peut être métis en étant noir. C'est-à-dire, vous avez un père congolais, une mère sénégalaise. Ouais. Vous êtes mélangé dans le sens de métissage ici, mais vous restez un noir. Cette loi vous affecte aussi. Donc ça ne touche pas simplement à la race, ça ne touche pas à la couleur de la peau, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, ça c'est un. De maintenant, quand vous êtes, quand j'ai expliqué à cette dame que ça n'a rien à voir, est-ce que c'est une loi tribale? Mais les métis se trouvent dans quelle tribu en RDC? Toutes les tribus ont des métis. Ils sont partout. Vous avez des tribus de métis de l'Équateur, des métis kassaïens, des Luba, des métis du Katanga, des métis de ceci. Donc ça n'a rien à voir avec les tribus. Parce que nos tribus, donc les métis se trouvent dans toutes les tribus. Donc ça n'a rien à voir avec la race, ça n'a rien à voir avec les tribus. Ça a à voir avec quoi? Avec la protection de la souveraineté nationale. Et c'est ça qui m'importe moi. Comment protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale? Et s'il faut gratigner les droits d'une ou deux personnes au passage, tant mieux d'ailleurs. Et je voudrais vous dire que toute loi par nature est discriminatoire. Les États-Unis d'Amérique, la plus grande démocratie du monde, vous savez, les États-Unis d'Amérique, il y a 350 millions d'habitants. Dans les 350 millions d'habitants, il y a au moins 100 millions d'Américains qui ne sont pas éligibles pour les fonctions de souveraineté. Et les fonctions de souveraineté ne sont pas limitées simplement au président et au vice-président des États-Unis d'Amérique. Ça descend à tous les échelons. C'est ainsi que des gens comme Arnold Schwarzenegger, Madeleine Albright, Kissinger, qui sont montés dans l'échelon politique pour devenir secrétaire d'État ou gouverneur des États tels que la Californie, ne peuvent pas devenir président des États-Unis. Mais ça, ce sont des exemples que vous connaissez, que nous connaissons. En dessous de ça, il y a 100 millions de Congolais. Moi, je vais vous dire comment j'ai été victime aux États-Unis de cette discrimination positive-là pour les Américains. Je termine le MBA en banque et finance dans le Wall Street à New York. Mon école est sollicitée par toutes les banques où on vient recruter les étudiants qui terminent de là. Je suis interviewé par 5 banques. Toutes les 5 banques me font la proposition d'embauche. J'ai choisi d'aller dans l'une des banques qui était la Fed de la Banque centrale américaine. On m'envoie le billet d'avion pour aller commencer le travail. J'étais à New York, on m'envoie le billet d'avion pour aller à Washington. Je débarque à Washington, je me présente le premier jour au travail. Ils me demandent mais où se trouve, remplissez la fiche signalétique là sur vous et consorts. J'ai rempli la fiche, la dame se tient à la tête, elle s'appelle Juanita Johnson, elle me dit I can't hire you, je ne peux pas vous recruter. Je demande pourquoi. Parce que ça, c'est une agence du gouvernement fédéral. Vous ne pouvez pas travailler dans une agence du gouvernement fédéral. J'ai dit, mais comment? On m'a dit, je suis résident permanent. Les résidents permanents détiennent ce qu'on appelle la carte verte, green card. Je suis résident permanent, j'ai les mêmes droits que les citoyens américains. Je suis assimilé aux citoyens américains. Par conséquent, quand je viens de l'étranger pour entrer aux États-Unis, il y a 2 rangées à l'immigration, une rangée des étrangers et une rangée des Américains. Moi, j'entre dans la rangée des Américains en tant que résident permanent. C'est comme ça, donc, la distinction qu'on fait. La seule chose, c'est qu'en tant que résident permanent, je ne peux pas voter politiquement. Ils m'ont dit, désolé, vous ne pouvez pas, vous pouvez travailler partout, sauf dans une agence du gouvernement fédéral comme la Banque centrale américaine. Par conséquent, vous pouvez aller travailler dans les banques privées à New York. C'est comme ça que je suis allé à la JP Morgan Chase. Mais est-ce que je suis mort parce que je n'ai pas pu travailler à la Banque centrale américaine? Je suis allé, j'ai fait une carrière florissante à la JP Morgan Chase, et de là, la Banque mondiale est venue me recruter, et je suis allé dans une institution internationale. Donc la discrimination existe. Même aux États-Unis, on fait la distinction entre ce que vous appelez la discrimination positive. Pour des raisons de souveraineté nationale, de protection de la souveraineté. Il ne faut pas mettre des gens à loyauté partagée dans des postes sensibles. C'est ce que je propose. Merci. Alors, quand vous entendez, par exemple, un acteur, un leader d'opinion dire « Soki muto nyonso oyo tata na ye aza congolais te, aza monguna na biso », des phrases comme ça. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'étais... infuriated, comme on dit en anglais, fâché quand j'ai entendu cette déclaration-là. Et ces gens-là, ils disent des choses parfois par
ignorance de ce que nous proposons dans cette proposition de loi et les gens interprètent ça mal. Je voudrais demander à tout le monde, s'il vous plaît, informez-vous à la source et ne prenez pas des informations que nous sommes nombreux en tant que citoyens. Il y a des gens qui interprètent mal les choses. Je crois que cette personne avait mal parlé, n'avait pas bien compris ce que nous proposions. Nous ne disons pas que ceux qui sont des métis sont nos ennemis, pas du tout. Ce sont des compatriotes comme tous les autres. Ils ont droit à tout dans notre pays. Nous devons les aimer au même titre qu'on les aime tous. Et je ne suis pas d'accord avec ces propos-là. D'ailleurs, à titre de anecdote, hier, je sortais de mon église au Sacre-Cœur, à la Gombe. Et juste en sortant, je rencontre Chérubin Okende. Okay. On se voit là, on s'embrasse, citoyen, mais c'était la joie énorme. Vous savez, quand vous êtes Congolais de père et de mère, il n'y a rien qui vous sépare. On peut dire, donc c'est automatique, vous savez. On a rigolé. Et je lui dis, tiens, vous venez aussi dans notre église. Je lui dis, oui. Je lui dis, attention, ça c'est une église de père et de mère. mais pourquoi ça énerverait le camp Katumbi? Disons les choses clairement. Parce que Katumbi n'est pas congolais au sens de pouvoir devenir président de la République. Et je voudrais revenir sur son cas pour que les gens comprennent très bien que son cas est différent du cas des autres métis congolais. Katumbi, lui-même, il le dit, hein, ce n'est pas Noël Tchani qui invente ces choses-là. Il dit que son père est grec, italien, israélien, juif. Il nous dit directement ou à travers son copain-là de Muyambo. Et moi, je l'ai confirmé en parlant au frère de Katumbi, Katebe Katoto. Je peux vous envoyer la photo qu'on a prise ensemble quand il m'expliquait ça. Donc, Katumbi, la mère de Katumbi, était une domestique dans la maison où il y avait une femme congolaise qui était la mère de Katebe Katoto. Mais les deux là font partie de la même ethnie, tribu qu'on appelle les Bemba. Il y a les Bemba au Congo, les Bemba de la Zambie. La mère de Katumbi, c'est une Bemba de la Zambie. Maintenant, Katebe Katoto, c'est notre compatriote, dans la mesure où sa mère à lui est Bemba de la RDC. Katebe est congolais, au sens congolais du terme, au sens légal de la constitution du terme. Katumbi, c'est un étranger, étant donné que ses deux parents sont des étrangers. Il empire sa situation comment? Et il va épouser une femme qui est Tutsi, rwandaise, burundaise. Quelle est la connexion avec la République démocratique du Congo? Il n'a pas de connexion, il n'a pas de sang congolais, il n'est pas éligible pour même prétendre être candidat à la présidence de la RDC. Moi, je pense que c'est une insulte à notre mémoire collective qu'un étranger de ce genre-là vient et déclare qu'il est candidat à la présidence de la RDC. Je demande à la Cour constitutionnelle et à la CENI de ne pas recevoir sa candidature et de lui notifier clairement que c'est un étranger qui ne peut pas prétendre aux fonctions de souveraineté. S'il dit qu'il est congolais et qu'il a fait des démarches pour prendre la nationalité congolaise, c'est une nationalité d'acquisition. Mais ça ne lui donne pas le droit d'être candidat à la présidence. C'est ça la différence. Êtes-vous instrumentalisé pour déstabiliser politiquement Moïse Katumbi Tchapoué? Je serai instrumentalisé par qui? Je suis dans ce pays-là un homme très intelligent, reconnu par tout le monde. J'ai étudié, j'ai passé près de 35 ans à étudier. Ce pays m'avait envoyé pour aller étudier à l'étranger. J'ai voyagé ou vécu dans 125 pays différents. Qui d'autre a cette expérience-là dans ce pays pour m'instrumentaliser? Je suis Noël Tchani, moi j'invite, et je reste égal à moi-même. Prêt à mourir pour la République, à défendre la souveraineté de mon pays. Personne ne peut m'instrumentaliser. Donc ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils sont instrumentalisés. Ce camp de Katumbi là, moi je pense qu'il y a beaucoup de rigolos dedans. D'ailleurs, quand on parle du racisme, vous avez déjà vu un parti politique où littéralement tout le leadership est occupé par des métis et il me parle du racisme. Où se trouve Katumbi, où se trouve Kamitato, où se trouve Ndundu, où se trouve... Ils sont nombreux, tous les métis se trouvent dans le même parti. C'est un parti raciste alors. En République démocratique du Congo, ça c'est un pays des Noirs. Ok? Donc, si ils réfléchissent de cette façon-là, je regrette. Et cet homme-là n'est pas instrumentalisé, cet homme a développé cette intelligence-là en vivant des expériences d'autres pays et veut faire bénéficier à la République démocratique du Congo ce que j'ai appris à l'extérieur. Nous sommes en train d'atterrir, Noël Tchani. Nous allons justement finir cette émission. Est-ce que vous vous êtes informé que le président Joseph Kabila, le président honoraire, n'a jamais été payé en tant qu'ex-président? Je tiens cela de son épouse. En tout cas, le président Kabila ne me fait pas le rapport de sa situation financière, donc je ne connais pas quand est-ce qu'il est payé, quand est-ce qu'il n'est pas payé.
S'il le dit, bon, tant mieux. Et d'ailleurs, j'avais demandé au président Kabila, sincèrement, vous avez été président de ce pays-là pendant combien d'années? 18 ans. Pendant 18 ans. Et vous vous êtes enrichi en tant que président parce que vous étiez payé gracieusement en tant que président de la République. Vous avez laissé un pays où il y a toujours beaucoup de pauvreté, de misère. Si vraiment c'est vrai que votre salaire est de 680 000 dollars, et je vous demande un acte de bonne volonté. Faites une déclaration pour dire que tous les 680 000 dollars, vous les donnez, ou vous les retournez au trésor public, ou bien vous les donnez aux orphelinats, mais aux pauvres, pour les aider. Parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre. N'a-t-il pas droit à un salaire? N'a-t-il pas droit Non, il peut avoir droit à un salaire. Et je sais qu'aux États-Unis d'Amérique, un ancien président de la République touche environ tous les avantages inclus, à peu près 25 000 dollars. Donc 15 000 dollars de pension alimentaire, plus la garde, le secrétariat, ceci, ça arrive à 25 000 dollars. Je serais très content qu'on puisse lui accorder ça, s'il n'a pas d'argent pour vivre, pour lui permettre donc de continuer à maintenir le niveau de la vie. Mais avoir 680 000 dollars, c'est diabolique. Et je voudrais lui demander donc de pouvoir renoncer à cela. Et ce n'est pas à sa femme de faire des conférences de presse pour dire cela. Pour dire que mon mari n'a jamais touché ça. Il peut toucher ça, elle gère les ménages, donc Olive Lembe est mieux placé. Ouais, mais pour en parler. Le mari pouvait toucher ça sans que la femme le sache. Donc je demande au président de la République, qui est le premier concerné, de faire cette déclaration, de dire je ne touche pas ça, je renonce à cela. Je renonce à cela et puis je pense que ça va clarifier les nuages donc au ciel pour que tout le monde sache, connaisse la vérité. Noël Tchani, vous êtes catholique, nous allons finir par là. Le pape François vient sur l'invitation du chef de l'État. Il le bénira pour son second mandat, signé professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais aussi cadre au sein de l'UDPS. Je suis catholique. Dans notre Église, je crois que l'Église a tendance à être au-dessus des considérations politiques. Les gens oublient que la République démocratique du Congo, c'est non seulement un grand pays, c'est un grand pays avec l'un des plus grands nombres de la population catholique. Donc c'est notre droit d'accueillir... Une affaire de plus ou moins 55%. Voilà, c'est notre droit d'accueillir dans notre pays sa sainteté, le pape François. Donc nous sommes très contents qu'il vienne nous rendre visite. Il est le bienvenu chez nous. Le message qu'il va nous amener, message de réconciliation. Le pays est très divisé sur le plan politique, même les querelles entre l'Église et l'État, tout ça. Je pense que le message de réconciliation est le bienvenu. Maintenant, est-ce que le pape vient pour bénir un individu? Non, il vient pour 107 millions de Congolais. Le président de la République n'est qu'un individu parmi tant d'autres. Est-ce que le pape vient pour pouvoir bénir telle personne pour un second mandat? Non, ce n'est pas vrai. Je pense que je n'ai pas suivi cette déclaration directement du professeur Mbata, que je respecte beaucoup. Il a été répondu justement, recadré par le cardinal Ambongo, le pape ne vient pas pour une cause politique. Voilà, donc j'admire beaucoup le professeur Mbata parce qu'il a une intelligence vive. Donc il est très intelligent, très brillant et je le respecte, je l'admire. Mais maintenant, s'il a fait cette déclaration, peut-être on appelle ça en anglais un lapsus de langage. Peut-être qu'il n'a pas bien tourné sa langue avant de parler. Y a-t-il des attentes politiques? Des ententes politiques entre qui et qui? Sur l'arrivée du pape. Entente politique, c'est-à-dire? Est-ce que le pape a influencé la vie politique en République démocratique du Congo? Bon, s'il peut nous donner des conseils, pour qu'on mette en avant l'intérêt supérieur du peuple congolais plutôt que des considérations personnelles, qu'on arrête des querelles byzantines, des querelles d'enfance infantile qui paralysent le fonctionnement du pays. Je pense que dans ce sens-là, oui. Mais le pape ne vient pas pour dire il va bénir tel parti politique par rapport à tel autre, il va bénir tel candidat présidentiel par rapport à l'autre. S'il avait à le faire, moi je demanderais au pape de bénir la force du changement en tant que parti politique. Parce qu'il est dirigé au moins par un catholique pratiquant Noël Tchani, plutôt que de regarder les autres là. Et je dirais au pape, vous savez quoi, dans notre parti politique, nous n'avons jamais eu des rébellions meurtrières. On n'a pas du sang sur les mains. Et nous n'avons jamais fait partie de la mauvaise gouvernance du pays, corruption, détournement des fonds publics, prédation des ressources naturelles. Donc nous sommes propres au sens catholique du terme par rapport aux autres. Là. Donc s'il y a cette considération-là,
Sa sainteté, le pape, devrait nous regarder plus que regarder donc les autres. Et vous pensez qu'au mois de mars, la proposition de loi Tchani passera? J'espère, c'est ma prière. Et je crois que le peuple congolais a compris finalement que ce qu'on proposait est bien dans l'intérêt du pays. Et même les autorités donc, de l'Assemblée nationale, je pense qu'ils ont compris parce que je reçois beaucoup de coups de fil de la part des députés nationaux. Mais je veux vous dire que si par miracle, il n'arrivait pas à passer, il faut que les gens s'attendent à une révolution qui va intervenir en décembre 2023. Pourquoi? Parce que nous allons demander au peuple congolais, s'il vous plaît, ne votez plus pour des gens à tous les niveaux, président de la République, Assemblée nationale et au niveau local, ne votez plus pour des gens qui ne sont pas prêts à défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale. Ceux qui se seront montrés hostiles à cette proposition de loi, ce sont des étrangers. Ce sont des gens à loyauté autre part, plutôt que la loyauté totalement à l'égard du peuple congolais. Donc, ce sera un référendum qui ne dit pas son nom, mais un référendum dans ce sens-là. Et si on arrive à ce référendum, et que si ce monsieur-là est candidat à la présidence de la République, rassurez-vous, je vais passer. Noël Tchani Modiafita, merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes le président de FDC. FDC, c'est Force du Changement. Et vous avez... D'ailleurs, je voudrais vous dire une chose, c'est que ceux qui veulent adhérer à la Force du Changement, ce nouveau regroupement politique ou bien ce nouveau parti politique, ils peuvent juste envoyer un message WhatsApp au numéro suivant, plus 243 82 00 00 988 ou bien plus 243 85 210 22 22. En disant simplement, vous voulez adhérer à la Force du Changement. L'adhésion, elle est gratuite. Mais en plus de cela, si vous voulez être candidat député national ou député provincial, envoyez-nous un message aussi au même numéro en disant, vous vous proposez d'être candidat à la députation nationale ou provinciale au nom de la Force du Changement. Nous allons vous enregistrer, on va étudier votre candidature et on va déterminer si on peut travailler ensemble. Noël Tchani, vous parlez de tout sauf de la situation à l'Est. La situation à l'Est, elle est catastrophique aujourd'hui. Et moi, je suis le premier malheureux donc, dans tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai dénoncé les accords avec des pays comme le Rwanda, avec l'Ouganda depuis longtemps. J'ai dénoncé l'adhésion de la RDC dans la communauté des États d'Afrique de l'Est parce que j'appelais ça un marché des dupes où nous allons nous mettre ensemble dans une communauté avec des pays qui, en même temps, soutiennent les rébellions pour déstabiliser donc, la République démocratique du Congo. J'ai dénoncé donc, tous ces accords-là avec le président Kagame, que je considère être l'ennemi numéro 1 du peuple congolais. Et je voudrais que nous puissions nous ressaisir. La seule façon de nous ressaisir, c'est quoi? C'est d'avoir une armée forte, une police forte, des services de sécurité de qualité, pour que quand le Rwanda se permet même de tirer sur un avion congolais, qu'on ne puisse pas émettre un communiqué mélancolique pour dire nous demandons à la communauté internationale d'intervenir ou de faire pression sur le Rwanda. Nous devons répliquer à cette provocation par la force. Et je crois que je suis arrivé, si j'étais chef de l'État, il y a deux orientations de politique à avoir à l'égard du Rwanda. Tant que Paul Kagame sera président du Rwanda, et qu'il aura l'armée patriotique rwandaise à sa disposition, le Congo n'aura pas de paix. Nos objectifs doivent être clairs. Enlever Kagame du pouvoir par tous les mécanismes, par tous les moyens, mais en plus de cela, détruire la capacité militaire du Rwanda pour mettre le Rwanda en arrière, peut-être 50 ans en arrière. Ça viendra jamais. Lors de la campagne. Si je suis président, ben justement, on va recevoir Noël Tchani pour décliner pratiquement son programme, toutes ses stratégies. Je suis bien disposé à revenir sur le plan sécuritaire. Noël Tchani, je rappelle que vous êtes président de FDC, nouvellement agréé. Vous êtes l'ancien candidat président de la République en 2018, mais aussi l'auteur de cette fameuse proposition de loi sur le verrouillage justement des postes de responsabilité. Vous avez très bien expliqué et on attend le mois de mars, la rentrée parlementaire de mars. Et justement, on verra si cette proposition passera ou ne passera pas. Et la suite, vous reviendrez sur ce plateau pour nous éclairer. Encore une fois, merci. Merci de m'avoir reçu ici.
Merci, Bozake Bele, Akolanda Bisso, Noël Tchani, Mwadian Vita, Yewana, Bouyo qui est dans tous les sens à expliquer. Vous avez des questions à poser. Oui, tout ça, c'est la observation, justement pour Azonga, pour la quoi copier sa Bisso, éclairage par rapport, il y a lacune ou zone d'ombre, Oyokoki, ko Zalana compréhension, Nabino. Les programmes continuent sur DRC Info TV. N'hésitez surtout pas, il y a qu'à s'abonner, vous s'abonner massivement et partager d'ailleurs. Production d'Abisso, merci, au revoir. Noël Tchani, merci. Merci.